Bonjour et bienvenue à vous pour ce dernier live de l'année sur Juste après on fait quoi. Je vois qu'il y a des noms connus qui s'affichent dans nos participants. On est ravis d'accueillir Michel, qu'on avait eu le plaisir de recevoir sur le live numéro 2. Bonjour à Anne, bonjour à Dominique, bonjour à tous. On espère que vous allez bien. On est très heureux de passer ce déjeuner avec vous. On espère que vous êtes bien attablés. Ça tombe bien, on va parler d'alimentation aujourd'hui puisqu'on a le plaisir de recevoir la marque Les Deux Vaches. Alors, les deux vaches, du coup, on retrouve Jade et Éléonore, qu'on avait déjà eu le plaisir d'avoir au mois de mai, puisqu'elles étaient venues nous parler de leur retour d'expérience sur le label Bicorp. Donc, peut-être vous les aviez aussi déjà vues à cette époque-là. Et en fait, quand on avait échangé avec elles à la fin du live, on s'était rendu compte que la marque Les Deux Vaches avait des engagements forts sur tout ce qui était responsabilité, on en parlera pendant ce live, mais aussi que c'était une marque qui était un terrain d'expérimentation pour tester des transformations et qu'on puisse les mener au sein du groupe Danone. Et on trouvait ça intéressant de se dire, tiens, en termes de transformation, on a une marque quelque part un peu pionnière qui a vocation à tirer vers le haut tout un groupe de l'agroalimentaire français, voire mondial. Et donc, du coup, on s'est dit que c'était intéressant de creuser davantage ce modèle-là. Et donc, on est ravis de recevoir de nouveau Jade et Éléonore aujourd'hui. Bonjour. 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 Alors, on a aussi le plaisir de retrouver Sonia Razafin Dranali pour ce live. Bonjour Sonia, je te laisse te présenter et puis nous donner les règles du jeu. Bonjour à tous, je suis ravie aussi de vous retrouver pour ce live avec Jade et Éléonore. Moi, c'est Sonia, du coup, j'ai déjà fait quelques lives pour Juste après on fait quoi avec Audrey. Et donc, je suis consultante en communication et un peu en événementiel. Et voilà, et du coup, je vous rappelle les règles pour les nouveaux qui nous rejoindraient aujourd'hui. Donc, c'est tout simple. Il suffit effectivement pour poser vos questions de les écrire dans la petite bulle que vous trouvez en bas à droite de votre écran Q et R, questions et réponses. Moi, je serai là pour les lire, les faire remonter au moment opportun. Si je ne les pose pas tout de suite, vous inquiétez pas, c'est juste que je les pose au moment le plus simple dans le fil du live. Vous pouvez échanger entre vous avec la petite bulle conversée. Voilà, et puis du coup, j'en profite pour vous présenter aussi plus spécifiquement Jade et Éléonore et leur casquette au sein des Prairies Bio. Donc, Jade est Agri-Food Chain Manager et c'est elle qui est leader Bicorp. Donc, c'est elle qui a la dure mission de retravailler sur la certification Bicorp pour 2020. Et puis, Éléonore qui est chef de produit chez Les Deux Vaches. Donc, voilà. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Alors, on va regarder un petit peu qui est avec nous aujourd'hui. On a des profils assez variés. On a un porteur de projet qui souhaite changer le monde. On a 3 chefs d'entreprise, des salariés, des consultants et puis un curieux que la thématique intéresse. Bienvenue à vous tous. Et alors, sur la marque Les Deux Vaches, on a une personne qui ne connaît pas cette marque. On a 2 personnes qui connaissent plutôt par les communications décalées. Par contre, on a quand même 33% qui connaissent vos engagements sur le bio et 42% qui savent que vous cherchez à faire vachement mieux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas que engagé sur le bio, mais bien au-delà, et ça va être l'objet de notre discussion. Alors peut-être pour commencer ce live, j'ai envie de vous demander, du coup déjà la marque Les Deux Vaches, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit historique de votre marque? Oui. Déjà, on ne l'a pas dit, mais Jade et moi, on est ravis d'être de retour avec Audrey et Sonia et devant vous pour passer cette pause de midi ensemble. Donc, pour la marque Les Deux Vaches, pour vous refaire juste un petit rappel de ce que c'est. En fait, la marque Les Deux Vaches a 14 ans. Tout le monde pense qu'elle est beaucoup plus récente, mais elle a quand même 14 ans. Et en 2006, au sein du groupe Danone, donc c'est une marque qui est née au sein du groupe Danone, il y avait une réalité sociale et sociétale, c'était que en fait, le lait bio ne se vendait pas. C'est-à-dire que les agriculteurs qui avaient décidé de passer en agriculture biologique étaient obligés de déclasser leur lait en conventionnel parce qu'il n'y avait pas assez de demande aussi côté consommateur. Donc, en fait, la marque Les Deux Vaches a été montée pour répondre à un besoin de l'amont agricole et aussi pour promouvoir la bio côté aval, donc auprès du consommateur, en faisant en fait une marque qui soit
plus démocratisée, enfin une marque bio qui soit plus démocratisée, donc vendue en GMS, avec des codes aussi de la GMS. Donc, c'était pas une marque un petit peu austère et un petit peu intellectuelle, vendue seulement dans les circuits spé. Et tout ça pour valoriser notamment le lait bio produit par les agriculteurs. Donc, ça, c'est un peu la frise qu'on vous affiche. C'est tous les progrès qu'on a faits pendant 14 ans, donc avec le nombre d'employés qui sont spécifiques les deux vaches. Donc, on a démarré à 4 en 2006 et aujourd'hui, on est plutôt une vingtaine au sein du groupe Danone. Le nombre d'éleveurs pour arriver le nombre d'éleveurs qui ont été aussi convertis à la bio en Normandie, qui s'élève aujourd'hui à 47. Le chiffre d'affaires, donc aujourd'hui en 2020, on va être sur 60 millions de chiffre d'affaires. Et le nombre de tonnes qu'on fait, donc environ 17 000. Donc, en complément, parallèlement de cette transformation de business et d'équipe, on a énormément travaillé sur la structuration de nos engagements. Ça partait vraiment d'une intuition que la bio pouvait être en gros notre première jambe en tant qu'entreprise et nos convictions se traduisaient dans la bio. Et petit à petit, on a monté en exigence, que ce soit en termes de pratiques agricoles et voilà, on pourrait vous en parler longuement, mais ce n'est pas forcément le sujet, mais surtout en termes de formalisation de nos engagements à travers des certifications comme Bicorp dès 2017, mais aussi on est allé vers le commerce équitable en complément de la bio en 2019, ce qui a été une énorme actu pour nous et on est devenu la première marque à être à la fois bio et équitable dans l'ultra frais. Alors, on va creuser tous ces sujets, évidemment, de qu'est-ce que ça veut dire être équitable sur des agriculteurs français, etc. Mais peut-être, du coup, pour repartir du mois de mai, au mois de mai, quand on vous rencontre, finalement, on est en pleine crise du Covid et en premier confinement. Bon, on est en deuxième confinement, on se retrouve toujours pour les confinements. On ne fera pas de troisième live, du coup, pour ne pas avoir de troisième confinement. Mais du coup, l'idée, c'est d'avoir un petit peu votre recul, puisqu'il s'est passé 6 mois depuis, de voir un petit peu cette crise, est-ce qu'elle vous a impacté et de comprendre éventuellement les enseignements que vous pourriez en faire déjà sur la marque Les Deux Vaches. Je pense que cette crise, ça nous a conforté dans le fait qu'une entreprise doit faire partie de la solution. Et nous, c'est ce qu'on a inscrit dans notre raison d'être de l'entreprise. Je pense qu'on va y revenir. Mais d'un point de vue très, on va dire aussi terre à terre, assez business, on s'est rendu compte que pour aussi les citoyens français, les consommateurs français, le bio, seulement les engagements bio ne suffisaient plus. On avait un marché ultra frais bio. Voilà, je fais spécifiquement ultra frais, mais qui était en super croissance depuis plusieurs années. Et là, à l'annonce du premier confinement, on a un marché qui est très en recul, qui s'est effondré, qui va finir flat là, sur l'année 2020, mais qui est vraiment passé de plus 10 à moins 10. Donc, tous les acteurs ont contribué à cette décroissance, tous les acteurs de l'ultra frais bio, sauf nous. Sauf nous, et on est assez fiers de cette performance. Et on s'est posé la question aussi, mais pourquoi est-ce qu'on réussit à faire cette performance-là ? On trouve un peu des réponses dans le commerce équitable. Parce qu'on se rend compte des attentes aussi des consommateurs, ça tourne autour du commerce équitable, autour du local. Et c'est vrai que la marque Les Deux Vaches est très engagée aussi pour la région Normandie, notamment. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que c'est que ces pratiques de commerce équitable? Parce que le commerce équitable, souvent, on l'associe au chocolat, au café, c'est-à-dire sur des pays qui sont plutôt, qu'on dit, en transition, en développement, mais on l'associe moins pour des pays comme nous, qu'on dit développés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette logique de commerce équitable? Oui, mais avec plaisir pour développer. En fait, en effet, et tu as raison Audrey, le commerce équitable, c'est vraiment quelque chose qui a été initié plutôt dans la relation pays du Nord et pays du Sud, parce qu'il y avait vraiment des déséquilibres en termes de relations commerciales entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mais on s'est rendu compte, je dis plutôt à l'échelle européenne, qu'il y avait de gros enjeux aussi pour les pays du Nord, et notamment, par exemple, les éleveurs laitiers français, vu qu'on voit de nombreuses crises, en fait, depuis notamment 2010. Et donc, en fait, il y a eu une extension du principe du commerce équitable dans la loi française dès 2014 avec la loi de l'économie sociale et solidaire qui a défini et étendu cette notion de commerce équitable en France. Et donc, concrètement,
les principes du commerce équitable qui sont inscrits dans la loi. Il y a des grands principes. Le premier principe, c'est vraiment l'engagement commercial sur le long terme pour assurer évidemment des débouchés. On parlait de débouchés tout à l'heure. L'ambition, c'est d'assurer sur le long terme des débouchés et de la visibilité aux producteurs, éleveurs, mais pas que. Après, c'est réfléchir à l'introduction de ce qu'on appelle les coûts de production dans la formule de prix. Ce n'est pas juste on définit un prix, mais on s'assure surtout qu'il finance en fait le vrai coût pour produire une matière première agricole comme le lait ou comme le cacao. On s'assure aussi de pas uniquement définir un revenu juste et équitable avec un prix minimum, mais aussi de soutenir plus globalement les filières. Donc, il y a un engagement financier en fait de notre part en tant que les Prairies Bio à investir des montants d'argent pour faire en sorte que globalement les filières agricoles se développent. Donc, ça peut être sur l'empreinte carbone, ça peut être sur le développement de la bio, sur le soutien à la reprise des exploitations par exemple. Et un autre engagement qui est hyper important, c'est la façon dont on travaille avec les producteurs. On avait parfois tendance à avoir une relation assez top-down, où voilà, c'est plutôt la laiterie ou l'industriel qui va donner les règles aux producteurs. L'idée, c'est de transformer cette relation et d'aller sur une co-gouvernance en fait, de nos fonds et de notre façon de travailler. C'est ce qu'on essaie de faire. Et donc, nous, on a passé notre lait en commerce équitable depuis mars 2019, en répondant du coup à tous ces critères et en co-construisant l'ensemble de ces critères avec les éleveurs. Et l'idée, en effet, c'est de continuer à développer ce commerce équitable dans nos filières exotiques que tu citais, Audrey, comme plus facile, entre guillemets, car développé, mais aussi en allant plus loin sur les autres filières. Ça marche, merci. Je vois qu'il y avait une question, Sonia. Oui, absolument. Alors, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Éléonore, tout à l'heure. Tu parlais de l'effondrement du marché. J'ai une question de Stéphanie qui aimerait savoir si tu peux, toi, expliquer cet effondrement du marché bio. Oui. Comment l'expliquer? Ouais, alors, du coup, il y a plusieurs choses. Il y a un peu quelque chose de structurel, parce que du coup, l'offre bio, en ultra frais notamment, donc c'est à exploser de 2016 à 2019, donc avec beaucoup, beaucoup de nouvelles références. Et depuis une petite année, commence à stagner. Rien que ça, le fait que l'offre stagne, fait que en fait, le marché perd de la dynamique. Ensuite, il y a la confiance dans le label bio. En fait, on a plein d'études qui montrent qu'en fait, les Français n'ont pas forcément confiance dans le label bio. Et aussi parce qu'il y a plein de marques, entre guillemets, conventionnelles où on se dit, mais par exemple, au sein de Danone, un Activia par rapport à un Activia bio, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça change pour mon produit, etc. Donc, il y a un peu une crise de confiance où il faut apporter vraiment des preuves supplémentaires sur l'engagement de la marque en général et pas seulement dire « Ah, c'est bon, je suis bio et ça suffit ». Et il y a un gros facteur aussi qui est un facteur prix. Prix et format en fait, parce que en bio, donc les prix kilos donc, sont plus élevés. Et en fait, au premier confinement, tout le monde était en télétravail, donc aussi les familles, et on a besoin de nourrir la famille 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Et en fait, du coup, on peut moins se permettre de mettre beaucoup d'argent, par exemple, dans des produits laitiers bio qui coûtent du coup plus cher. Et on va préférer acheter des gros formats. Et ça, c'est une offre qui existe assez peu en bio, parce que du coup, ça mettrait des prix faciaux qui seraient très élevés. Et enfin, je pense qu'il y a une dernière chose, c'est qu'il y a quand même, nous, on a eu de la chance parce qu'on était au sein du groupe Danone. On a aussi profité de la logistique imparable du groupe Danone qui a fonctionné extrêmement bien pendant le premier confinement, alors qu'il y a d'autres plus petites marques ou même des MDD qui ont subi d'énormes ruptures pendant le confinement. Et du coup, tout ça, mis bout à bout, fait que le marché là a du mal à reprendre. Merci pour ces éléments de réponse. Du coup, pour continuer dans l'actualité de 2020, effectivement, quand on vous a vu, vous avez dit que vous avez été labellisé Bicorp pour la première fois en 2017. Une labellisation Bicorp, c'est pour 3 ans. Et donc, du coup, 2020, ça veut dire labellisation de nouveau. Donc, vous étiez en plein dans le processus en 2020. Jade, peut-être, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que ça a permis d'obtenir et ce qui m'intéresse, si je vais chercher la petite bête, mais c'est aussi de savoir un petit peu les points de faiblesse, puisque vous disiez
au mois de mai justement que l'intérêt du label B Corp, c'était vraiment que c'était une dynamique d'amélioration continue. Et donc, ça permettait de mettre le doigt sur des choses sur lesquelles qu'on n'aurait pas vu sinon. Donc, si tu peux prendre ton micro assez près de toi, on ne t'entendait pas complètement tout à Et l'heure. j'en profite aussi pour ajouter, parce que du coup, comme on va parler de Bicorp, la question d'Anna qui veut carrément savoir le score Bicorp sur 200. Je ne sais pas si vous pouvez déjà le dévoiler, mais tu vas nous dire tout ça, Jade. Ouais, avec plaisir. Ouais, donc Bicorp, c'est un vrai chantier pour nous parce qu'on a été assez pionniers en se lançant en 2017, avant tout le monde, notamment au sein du groupe Danone. On était plutôt convaincus de l'approche et on en avait parlé dans le précédent live du fait que Bicorp est une bonne façon de prendre un pas de recul sur l'impact réel qu'a notre entreprise et du coup à quoi sert notre entreprise pour la société, encore plus avec les enjeux qu'on vit. Et donc cette conviction, elle a été encore plus nourrie avec les crises que l'on a actuelle. On a fait ce travail de recertification depuis février-mars dernier. Et pour tout vous avouer, on est dans la finalisation. Et donc, je ne peux pas vous communiquer le chiffre, mais qui va être très beau. On est hyper fiers de ce qu'on a fait. Donc, ça va être communiqué très prochainement. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'on a réussi en cette période-là à valoriser notamment des actions comme le commerce équitable qui n'était pas valorisé il y a 3 ans et plein d'autres choses. Et en fait, en parallèle de ce processus de recertification et de travail collectif, on a essayé de lancer des chantiers, en fait, des vrais chantiers pour répondre aux exigences du label, comme par exemple un projet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la mesure de notre impact. Le BIA, qui est en fait l'outil de Bicorp qui nous permet de mesurer, entre guillemets, notre impact, est un outil, en effet, qui nous sert de référence. Mais nous, notre question, c'était de se dire encore plus concrètement, lié à notre business opérationnel et à notre façon de prendre des décisions, comment on se fixe des objectifs et comment on les suit dans le temps et on les anime surtout. C'est un exemple, Audrey, des projets qu'on a lancés. On a commencé, avant de se lancer dans cette mesure d'impact, par un retravail de notre raison d'être. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Au vu des enjeux et de la place qu'on voulait prendre dans ces transformations, à la fois dans le réseau Bicorp, mais pas que, on s'est dit qu'il fallait reprendre un petit pas de recul sur ce à quoi on voulait vraiment contribuer. Et en résumé, c'est vraiment explorer des nouvelles solutions, c'est vraiment notre raison d'être, explorer des nouvelles solutions pour répondre aux enjeux de crise sociale et environnementale et surtout entraîner notre écosystème à le faire. C'est vraiment ce que disait Léonore, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'évidemment, on ne veut pas rester en village gaulois engagé, on veut surtout faire en sorte que d'autres nous suivent. Et c'est à ça que sert Bicorp, mais c'est à ça qu'on doit aussi servir dans notre écosystème. Et donc concrètement, voilà, ça a été un énorme travail fait avec l'équipe, mais aussi avec des parties prenantes qu'on a reconsultées en début d'année. Et voilà, il en a découlé en fait un peu une stratégie augmentée, retravaillée, qui se définit en 3 gros axes. Le slow, le DER, le CARE. Le slow pour la partie plutôt consommateur, le DER pour la partie changement de pratique agricole et le CARE pour plutôt la façon de faire, le chemin qu'on prend. Et donc, on a fait cet énorme travail de mesure d'impact qui est vraiment un travail en cours. Et notre volonté, ça a été de se dire, punaise, il faut vraiment que davantage on pilote, pas simplement à l'intuition, mais on pilote encore plus nos choix stratégiques et nos choix de business par rapport à l'impact que l'on souhaite avoir et du coup aux enjeux. Merci Jade. Et du coup, ça nous intéressait de prendre un temps de recul sur cette logique de mesure d'impact. Parce que, évidemment, aujourd'hui, quand on dit on veut être des entreprises plus vertueuses, plus durables et qu'on mette quelque part l'économique au même niveau enfin l'environnement et le social au même niveau que l'économique, ça veut dire qu'il faut le piloter, tout ça. Mais aujourd'hui, on sait avoir un reporting financier. Tout le monde sait faire ça avec plus ou moins de plaisir. En tout cas, les outils existent. Sur le pilotage du coup de l'aspect social, environnemental, c'est plus naissant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le travail que vous avez fait, le type de mesures, enfin d'impact que vous mesurez et là où vous en êtes et comment vous le prenez en considération dans les décisions en interne? Bien sûr, avec plaisir. Donc, c'est vraiment un gros travail pour nous qui est encore, comme je te le disais, en cours. Mais on a démarré du coup déjà en se rappelant les grands objectifs auxquels il faut qu'on réponde. Donc, les gros enjeux. Éléonore parlait par exemple d'accessibilité de nos produits parce que peut-être que le prix est trop cher et qu'on ne touche pas des populations qui voudraient goûter à nos yaourts. Ça peut être un exemple. On s'est aussi dit évidemment notre modèle agricole, le bien-être animal, l'empreinte carbone des fermes laitières, le passage en équitable, tout ça, c'est des enjeux qui répondent à des objectifs de développement durable de l'ONU, tout simplement, auxquels il faut qu'on réponde. Donc,
on a déjà ciblé les grands enjeux. En fait, on essaie d'être partout, mais en lien avec notre business. L'idée, c'est évidemment que notre business nourrisse ces enjeux. Donc, on n'est pas allé non plus sur des domaines d'expertise qu'on ne maîtrise pas. Et à partir de ça, donc on a été accompagnés par un petit cabinet pour nous aider à faire tout ce travail-là. Un petit cabinet voilà, qui travaille beaucoup aussi sur les pays du Sud, donc pour comprendre vraiment l'enjeu au global. Et à partir de ça, on a essayé du coup de faire ce qu'on appelle en fait des sous-objectifs, en face de ces petits objectifs vous voyez, globaux, de faire des sous-objectifs un peu plus précis, par exemple développer l'offre équitable, développer l'offre française en matières premières, et y associer en fait des différents niveaux d'indicateurs, sans rentrer dans le côté technique, mais les premiers indicateurs qui sont les plus simples, c'est vraiment les indicateurs de résultats, par exemple, nombre de références certifiées commerce équitable. Pour ça, on le calcule assez facilement. Ou nombre de producteurs bio. Tout ça, on l'a facilement. Par contre, il faut le compiler. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément. Et là, l'étape qu'on est en train de finaliser, c'est OK, bon, il y a les résultats, mais in fine, quel est l'impact qu'on veut avoir? Et l'indicateur d'impact, c'est un peu l'étape d'après, c'est on prend un pas de recul et on regarde pas seulement l'influence qu'a les prairies bio sur un indicateur précis, c'est aussi globalement l'évolution plus macro d'un indicateur qu'on est en train d'affiner, mais qui pourrait être, par exemple, pour vous donner un exemple sur la partie plutôt producteur, ce qu'on essayait d'imaginer, c'est voilà, est-ce que tout ce qu'on fait permet, par exemple, aux éleveurs d'être, entre guillemets, plus heureux? Est-ce que leurs besoins fondamentaux, notamment l'épanouissement, et donc les éleveurs bio, mais peut-être pas que les éleveurs bio qui nous fournissent à nous, est-ce que, in fine, ça a un impact sur cet indicateur qui est de l'impact, qui n'est pas du résultat? C'est quelque chose qui est beaucoup moins tangible. Donc, on est en train de formaliser tout ça. On voudrait en avoir 5-6 max, en fait, des indicateurs d'impact. Vous l'aviez vu un peu sur la slide que je vous ai montré avant, il y a énormément d'indicateurs de résultats qu'on va suivre, mais les indicateurs d'impact sont assez sélectionnés. Et c'est eux qu'on voudrait en fait mettre en avant dans ce pilotage d'impact plutôt annuel, entre guillemets, et qu'on voudrait suivre, qui évidemment découle de la complexité de tous ces indicateurs de résultats qu'on a piochés en parallèle. Et alors, ça permet d'avoir une première idée de vers quoi vous vous destinez, et on voit bien la différence entre l'indicateur de résultat, effectivement, qui va être factuel et qui va nous permettre de dire est-ce qu'on est à l'objectif ou pas sur le nombre de produits effectivement en équitable, etc. Et de se dire par rapport aux objectifs qu'on s'est donnés, oui, non, et donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif d'amélioration l'année d'après. Alors que l'objectif d'impact, effectivement, c'est plus puissant dans le sens où c'est vraiment du coup quel est l'impact qu'on génère. Et souvent, finalement, ce qu'on reproche aux entreprises dans le mode de fonctionnement classique, c'est de n'avoir un pilotage que financier des décisions. Je pense que les choses évoluent, donc il ne faut pas être aussi binaire, mais malgré tout, le principe du développement durable qu'on entend depuis 20 ans, c'est comment on rééquilibre cette importance du financier avec l'impact social et environnemental. Et ça, du coup, comment vous le traitez en interne? C'est-à-dire qu'il y a le fait d'avoir ces outils de mesure d'impact, mais il y a aussi le fait culturellement en interne, comment on fait pour que du coup on ait un rééquilibrage. On ne dit pas que l'économique ne doit pas avoir sa place, mais qu'il trouve sa place au même niveau que les deux autres. Oui, tout à fait. Déjà, ce qui est essentiel, c'est que ce travail-là, évidemment, qui est issu d'un énorme travail depuis 14 ans, ce travail-là, il a toujours été fait collectivement. Donc, quand je dis collectivement, c'est 20 personnes de l'équipe Les Prairies Bio sur 20 ont construit les indicateurs et les ont tous vus. Et donc, en fait, on est tous d'accord déjà sur la raison d'être qu'on a construit aussi ensemble, accessoirement. On sait pourquoi on se réveille le matin. Et du coup, on sait aussi de quelle partie de l'impact on est responsable. Et donc, en fait, l'idée, c'est que derrière chaque indicateur, il y a une personne responsable. Donc, responsable d'une partie à suivre, mais du coup, évidemment, de son plan d'action associé. Donc, jusqu'à présent, on avait évidemment... on était évidemment piloté inconsciemment ou indirectement par ces choix-là. Quand on passe en commerce équitable en mars 2019, évidemment, ça a de l'impact financier pour nous, mais c'est une conviction qu'on porte jusqu'à notre choix de sourcing et du coup de labellisation. Mais là, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut être plus pro dans la façon de piloter ça. Et donc, l'idée, c'est à la fois sur nos innovations de produits laitiers, et c'est
d'intégrer encore plus finement quelques indicateurs dans le choix. Par exemple, est-ce que c'est français, est-ce que c'est équitable, enfin, voilà. Et ce qu'on imagine, et c'est un peu notre objectif, mais alors pour ça, on est ravis aussi si des participants ont une vision là-dessus, c'est peut-être, in fine, d'arriver à comme une sorte de PNL augmenté, c'est-à-dire pas simplement à la fin de l'année présenter notre PNL financier classique, mais plutôt avoir un PNL en miroir où on met peut-être ces quelques indicateurs d'impact et on monte leur évolution et on se dit, ben là, on n'est pas content parce que, ou on est très content parce que notre impact s'est amélioré. C'est vers ça qu'on tend, mais c'est en cours. Ouais. Et ça peut permettre de rééquilibrer, de dire bah, peut-être qu'on a eu un impact financier très fort, mais on n'a pas eu ça, ou à l'inverse, bah, du coup, on a eu un impact financier plus faible, mais ça nous a permis de développer telle et telle partie, tel et tel projet qui s'intègre complètement dans la raison d'être et dans le projet de la marque. Et du coup, exactement. Ouais, vas-y. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, du coup, j'avais envie de faire le lien déjà, même si on y reviendra tout à l'heure, avec Danone, parce que c'est ce qu'on disait, on trouvait ça intéressant de dire que vous êtes quelque part le fer de lance. J'imagine qu'il y a plein d'initiatives qui se passent au niveau de Danone. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes dans une marque où ça fait partie de votre ADN, donc vous avez peut-être aussi une longueur d'avance. Et donc, vous êtes dans une logique de test. Et comme vous le disiez, maintenant, de sortir un peu du côté village gaulois pour faire en sorte que ces tests que vous menez puissent être diffusés. Cette notion de PNL augmentée, donc perte et profit, donc de situation financière à la fin de l'année en version augmentée avec les indicateurs sociaux environnementaux, c'est quelque chose qui diffuse au sein de Danone ou c'est pour l'instant vous êtes plutôt en phase d'expérimentation déjà? Parce que j'ai l'impression que le groupe avait pris des engagements sur ces sujets-là. Alors, on est en phase, nous, complètement d'expérimentation, vraiment sur ce niveau assez poussé, hein, là, de formalisation du PNL et tout. Par contre, Danone avance beaucoup, notamment par le premier pas qui est la certification B Corp. Enfin, nous, pour rappel, nous, c'est quand même notre première étape a été B Corp. Et là, Danone a pris des engagements assez puissants à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle France, évidemment, de passage en certification B Corp pour l'ensemble des business units, incluant nos voisins qui sont Danone Produits Frais France, avec qui on collabore tout le temps, dans lequel on appartient en fait. Et donc, Danone Produits Frais France aussi se lance dans la dynamique d'une certification B Corp, on espère l'an prochain, auquel nous, et moi par exemple, je contribue à les alimenter parce que je travaille avec eux sur des sujets communs. Donc ça, en tout cas, c'est déjà une super fierté parce que c'est énorme comme engagement à l'échelle de notre entreprise globale en Danone. Et c'est un premier pas qui est fondamental parce que ça permettra à Danone de se situer, ce qu'on a essayé de faire. Et après, évidemment, en fait, nous, on aime bien juste prouver par l'action. Et donc, nous, ce qu'on a l'habitude de faire comme exercice, c'est de présenter notre stratégie d'entreprise tous les ans. Notamment à nos directeurs de Danone Produits Frais France et à des personnes du groupe directement. Et petit à petit, et là, l'idée de cette année, c'est de leur présenter cette première ébauche de mesures autres que financières. Et c'est notre travail, en fait, si on prouve que ça fonctionne, ce qui est le cas, vous avez vu un peu nos résultats aussi financiers qui doivent être au niveau, hein, sinon ça ne fonctionne pas, tout le reste. C'est un peu la preuve par l'action et je pense que ça sera à l'étape d'après, ça va être la même chose pour Danone, mais petit à petit. La question, du coup, Jade, c'est que finalement, il faut aussi qu'il y ait une progression financière intéressante pour que tout ça puisse fonctionner. Ouais. En fait, ça, c'est indispensable et c'est en fait des jalons qu'on a posés depuis 14 ans. Donc là, oui, on va essayer de le transformer en PNL augmenté avec quelque chose qui est hyper formalisé. Mais c'est ce que dit Jade, c'est la preuve par l'action. Et nous, en fait, si dans notre raison d'être, il y a entraîner notre écosystème et dans notre écosystème, il y a majoritairement Danone parce qu'on appartient à Danone et c'est notre rôle pour avoir de l'impact d'entraîner Danone avec nous. Si on fait plein de choses, donc voilà, sur le volet environnemental, sur le volet social, etc., donc super, donc une partie du miroir est bien remplie, mais que financièrement, en fait, et d'un point de vue business, ça ne suit pas, en fait, on n'inspire personne. Ça, c'est un peu, c'est genre, c'est super ce que tu fais, mais bon, là, tu n'arrives pas à manger à la fin du mois, non, ça ne marche pas. Et c'est là-dedans, en fait, que Danone, enfin, on arrive à inspirer Danone. C'est aussi par les résultats financiers qu'on réussit à avoir en disant, en fait, OK, genre, l'équitable, vous nous avez laissé faire, etc. Bon, un an plus tard, voilà ce que ça donne en termes de résultats. Donc là, on va finir l'année, enfin voilà, on espère, à plus 20% en vente valeur. Contexte actuel, marché ultra frais bio, enfin tout, en disant en fait là-dessus l'équitable il est peut-être pour quelque chose.
Donc, côté Danone, ils vont se dire, bon, d'accord, le test a marché. À ce moment-là, c'est comme ça qu'en fait, nous, on arrive à les inspirer. Et peut-être pour aller au bout de cette preuve par l'action, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu l'équitable. Ça veut dire que ça a parlé au consommateur et le consommateur est venu plus fortement sur la marque Lait de Vache du fait de cet engagement-là, ou alors est-ce que c'est aussi la communication décalée? Est-ce que vous avez un lien particulier avec les consommateurs? Juste pour comprendre un tout petit peu, qu'est-ce qui explique au-delà de cette notion d'équité? En fait, c'est un peu un tout et justement, c'était intéressant dans le sondage que tu as fait au début en disant est-ce que vous connaissez Lait de Vache pour le bio ou pour sa communication décalée ou pour tout le reste de ses engagements? Nous, c'est vrai que dans l'absolu, il y a des choses où on a du mal à émerger parce qu'on a envie d'être bon partout. Mais en fait, on n'arrive pas à lâcher des actions, donc par exemple sur le packaging ou sur l'empreinte carbone, sur la biodiversité, on n'arrive pas à lâcher parce qu'on se dit en fait, on est obligé de faire avancer tous ces engagements-là de front, quitte à être un peu brouillon dans ce qui va ressortir auprès du consommateur. Mais in fine, en fait, si le consommateur se pose la question, donc bon, ok, les deux vaches, ils sont très bons sur le volet bio, mais qu'est-ce que ça donne côté local, par exemple? Mais en fait, on a quand même des réponses à apporter et des plans d'action à apporter sur tous les volets. Et je pense que ça résonne et on commence quand même à être un acteur assez reconnu. Enfin, on est la première marque d'ultra frais bio en France. On est passé premier cette année. C'est quand même aussi une fierté. Mais on commence quand même à être reconnu pour nos engagements et on n'y arriverait pas, ça c'est sûr, sans l'identité de marque qui a été construite autour. Parce que on s'en était rendu compte l'année dernière quand on avait refait toute l'identité pack. En fait, les gens, ce qu'ils aiment sur le pack, c'est de voir les deux vaches qui parlent, qui font des blagues. Alors, on est incollable sur tous les jeux de mots avec me et vachement. Mais en fait, ça rend la marque aussi sympathique et pas austère. Parce qu'en fait, maintenant, les marques vont beaucoup s'exprimer sur, que ce soit sur l'ultra frais, sur le lait frais. Enfin, ça va être les vaches au pâturage, etc. C'est des choses qui sont factuelles, mais qui peuvent être un petit peu austères. Et Lait de Vache, en fait, sa particularité et son point de différenciation dans ce marché-là, c'est d'arriver à faire parler donc, ces deux vaches qu'on définit comme les deux joyeuses militantes de la bio. Donc, en fait, dans cette définition-là, il y a bien le mot joyeux. C'est toujours dans la joie, on ne donne pas de leçons, on accompagne. Et côté militant, où en fait, on ne prend quand même pas les choses à la légère, mais on va expliquer tous nos engagements au maximum de la manière la plus simple possible. Et du coup, je pense que peut-être que ça fait la différence aussi cette année. C'est intéressant ce que tu dis. J'avais jamais fait le lien de dire effectivement vous avez une com qui est décalée, mais du coup c'est ce qui permet aussi de faire passer une émotion différente, un engagement différent des consommateurs, tout en passant bien les messages. Et c'est vrai que de nos jours il y a de plus en plus de marques qui prennent la parole et des fois il peut y avoir aussi une forme de défiance vis-à-vis de ce qui est dit où on comprend pas exactement. Donc la pédagogie est importante, mais effectivement si on l'a de manière un peu décalée, c'est d'autant plus engageant et d'autant plus motivant pour comprendre ce qu'il y a derrière. Et en termes de confiance aussi, vous êtes quand même pionnier. Du coup, c'est vrai que je pense que les consommateurs voient bien quand même que l'engagement, il est là depuis le départ et qu'il ne s'est pas changé en cours de route. Donc, je pense que ça doit aussi jouer, ça. Et ce qui est important, ce qui est important, et bon, on ne le dit plus, mais c'est le goût. En fait, c'est que nos produits sont appréciés parce qu'ils sont bons. C'est vrai. Et en fait, la majorité des gens nous achètent parce qu'ils nous trouvent bons. Et heureusement, mais c'est quand même notre premier métier, c'est de faire des bons yaourts. Et nous, on bosse beaucoup sur la naturalité de nos produits, les listes d'ingrédients courtes. Mais en fait, notamment ceux qui sont peut-être autour de la conférence, il y en a peut-être qui nous connaissent et qui nous achètent parce qu'ils nous trouvent bons, mais ils ne savent peut-être même pas qu'on est bio. Il y en a encore qui ne savent pas qu'on est bio. Donc, c'est aussi, c'est quand même hyper important de voir encore des messages des gens qui nous disent vos produits sont vachement bons. Bon, ben, c'est bon, on considère qu'on a réussi parce que indirectement, en nous achetant, ils contribuent à tout ce que Éléonore a précisé avant, quoi. Donc, c'est aussi ça notre réussite. Ouais. Et alors, du coup, je vais rebondir un tout petit peu sur… je reviens tout à l'heure. En fait, Jade, tu parlais de la raison d'être et de quelle stratégie en découle pour l'entreprise. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans la préparation, vous nous avez dit, en fait, la stratégie d'entreprise, c'est notre stratégie RSE. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas une stratégie de l'entreprise d'un côté et puis une stratégie RSE de l'autre. C'est que les deux sont imbriqués.
Donc, on voit maintenant, on commence à comprendre le niveau d'engagement que vous avez. Donc, je pense que c'est assez évident, du coup, de dire ça, mais ce n'est pas le cas pour toutes les marques. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Vous nous avez parlé du slow, du dare, du care. Donc, peut-être qu'on prenne un point chacun pour comprendre quelles sont les actions, les stratégies vers lesquelles vous allez, notamment sur le slow. Donc, c'est le côté consommateur et on parlait du packaging. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler du coup de réduction d'impact sans forcément parler du coup de ces fameux emballages et des déchets que ça génère. Donc, c'est de comprendre un petit peu quelles sont vos réflexions et dans quelle dynamique vous êtes par rapport à ça. Oui. Du coup, je vais prendre le point là sur le slow et sur le packaging. Le packaging, au sein de l'industrie agroalimentaire de base, c'est un chantier qui est énorme. Et entre guillemets, s'il y avait une solution parfaite, on le saurait. Nous, notre position sur le packaging, c'est d'aller… l'objectif, on va dire déjà à 2025, c'est de sortir du PS, du plastique polystyrène. Mais pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, en fait, notre point de vue, c'est que comme il n'y a pas de solution entre guillemets parfaite, il faut avancer. En fait, il faut avancer, il faut trouver des solutions qui soient meilleures que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, par exemple, du PS. Quitte à… C'est en ça qu'est fait vos pots de yaourt. Alors, au moins 30% sont encore en PS. Mais du coup, nous, notre point est assez tôt. Depuis quelques années, ça a été de se dire, en fait, quelle solution on trouve. Il n'y a pas de solution parfaite, mais il faut qu'on avance. Et du coup, ça a été le premier step, mais important. Ça a été l'année dernière, au même moment que le passage en commerce équitable du lait. Ça a été de changer les pots de nos brassés, qui sont du coup, là, qui sont cette année 55% de nos ventes environ, en matière PLA. Donc, le PLA, c'est ce qu'on appelle un bioplastique qui est fait à partir de canne à sucre. Mais du coup, c'était un premier step qui nous permettait de sortir du pétrole, en fait, du PS. Alors, le PLA, ce n'est pas une solution qui est parfaite. Ça nous permet de réduire notre empreinte carbone en amont. Mais par exemple, en France, là, il n'y a pas de solution en aval. Il n'y a pas de solution de fin de vie. Donc, c'est un autre chantier qu'on va ouvrir. Donc, comment est-ce que maintenant, on s'occupe de la fin de vie du PLA? Mais ça nous permettait de faire un premier step. Et dans ce qu'on ambitionne aussi pour la suite, c'est d'explorer des nouvelles solutions. Donc, il y a le PLA, mais il y a aussi le carton. Il y a aussi potentiellement le PET recyclé. Il y a aussi le vrac. Il y a aussi les gros pots. En fait, c'est là-dessus qu'est construit notre roadmap pour en fait essayer de faire mieux et mieux et mieux pour atteindre notre objectif in fine. En fait, on est plutôt dans l'exploration de nouvelles solutions qui seraient meilleures. Et pour comprendre un tout petit peu plus le PLA, parce que les bioplastiques, il y a eu un fort engouement pendant un temps sur les bioplastiques en se disant c'est la nouvelle révolution, c'est ce qui va nous permettre de sortir du tout pétrole. Et puis il y a eu un retour en arrière du fait qu'on disait c'était et vous savez ce qu'il en est quand on est justement sur des sujets liés aux agriculteurs, mais c'est des champs cultivés qui ne sont pas à vocation pour la nourriture. Donc, en fait, on distingue maintenant un peu les bioplastiques qui sont liés de dérivés, qui étaient de toute façon des déchets qu'on valorise en bioplastique, de ceux où c'est vraiment des terres cultivées à destination de créer des bioplastiques. Sur le PLA, c'est quoi la vision? C'est quoi les impacts aujourd'hui? Canne à sucre, ça veut dire que ce n'est pas forcément local. Donc, comme on dit, il n'y a pas de solution parfaite, c'est juste pour comprendre un petit peu plus bien sûr. Cette dynamique-là. Donc, nous, on est parti sur le PLA aussi, donc pour plusieurs raisons. On dit qu'on allait essayer, qu'on allait aussi donner sa chance, entre guillemets, au bioplastique. Actuellement, on ne pouvait pas trouver, en fait, dans notre volume industriel, justement, du déchet de canne à sucre. Mais c'est l'ambition. C'est l'ambition, justement, de sortir de ce qu'on appelle la food competition et d'aller sur du déchet. Pour l'instant, on n'avait pas trouvé d'industrie qui était capable de nous fournir en fait assez de matière. Et le cours du PLA mondial est toujours un petit peu tendu. Mais en fait, on a aussi misé sur le PLA pour se dire en fait, actuellement, on fabrique du PLA à partir de la canne à sucre et on fabrique du coup une ligne industrielle. Donc, Danone a fortement investi dans cette ligne-là. Mais en fait, du PLA, on peut en fabriquer à partir d'autres choses. Et en fait, plus on aura de matière, plus on pourra, nous, se développer là-dessus. Donc, par exemple, il y avait vraiment des pistes. Je disais, on pourrait faire du PLA à partir de petits laits. Vous voyez,
le petit lait. Donc, en fait, ça serait des solutions extrêmement innovantes qui nous permettraient justement d'avoir un PLA qui sorte de la food competition, etc. Mais pour ça, il faut justement que ces industries-là se développent un peu, quoi. Et après, c'était retombé aussi parce que c'est notamment sur la fin de vie. Donc, nous, on a calculé, même si c'est quelque chose qui n'est pas local, eh bien, ça nous permet quand même de réduire notre empreinte carbone sur la partie packaging vraiment amont. Maintenant, on a cette histoire de la fin de vie où, du coup, on est investi dans des projets pour faire des tests et voir comment est-ce qu'on peut monter des filières de recyclage ou de compost pour ce packaging-là. Donc, la route est longue, mais en fait, c'est notre rôle aussi. Et on se retrouve voilà, dans les vins. On s'occupe aussi de ce chantier-là avec Citeo, d'ailleurs, et Danone, de l'autre côté, pour essayer de trouver des solutions de fin de vie. Il y a Stéphanie qui aimerait savoir si vous avancez aussi sur l'idée du vrac et quelle est la faisabilité de ça. Alors, le vrac, ouais, évidemment, on avance là-dessus. En fait, on a une deuxième marque, outre les deux vaches, qui s'appelle la marque Faire Bien, qui est vendue dans les réseaux spécialisés, donc type Naturalia, spécialisé bio. Et en fait, l'année dernière, sous la marque Faire Bien, on avait fait un test de vrac chez Day by Day, qui est les magasins vrac, si vous connaissez. C'est un test qui a été extrêmement fructueux. Vraiment, ça a super bien marché. On avait une super machine de yaourt en vrac au sein de magasin des Day de la rue des Moines dans le 17e. Ça a confirmé notre ambition de vouloir faire du vrac. Donc là, on a un projet vrac qui est ouvert, qui est hyper challengeant parce qu'en fait, regardez dans les magasins vrac, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais. Il n'y a que de l'épicerie, de la cosmétique. Enfin, il y a tout, mais il n'y a pas de frais. Mais parce que le frais, ça rend les choses très, très compliquées. Mais on est évidemment sur le sujet. Et là, il y a un deuxième test qui démarre chez Day by Day aussi en janvier. Donc, pour l'instant, on est sur du yaourt nature. Ça marche. Donc, on voit qu'en fait, il y a différentes pistes qui sont explorées. Tu parlais aussi du carton, du PET, etc. Donc, on sent que c'est une démarche en progression et que j'imagine il n'y a pas qu'une seule solution. Et par contre, ce qui m'interroge aussi, c'est que du coup, forcément, ça impacte l'usine ou les usines. Je ne sais pas comment vous fonctionnez en termes de production, mais on sait que une usine, c'est processé. Il y a une ligne de production, il y a un mode de fonctionnement, il y a des investissements qui sont faits pour plusieurs dizaines d'années. Et donc, comment ça se passe quand on veut changer son emballage? Voilà, donc on prend une phase un peu moins commerciale et un peu plus industrielle. Je ne sais pas si vous pouvez nous donner quelques mots là-dessus en se disant, tiens, en 2019, vous êtes passé au PLA. Déjà, c'était quoi l'impact? Alors, du coup, en 2019, le passage au PLA, ça veut dire effectivement une nouvelle ligne industrielle. C'est 8 millions d'euros d'investissement. Donc, dans notre usine, du coup, qui est au Mollet-Litry, qui est en Normandie, dans le Calvados, le plus gros investissement depuis Charles Gervais. Ça commence un petit peu à remonter, mais c'est du coup vraiment un pari de l'usine et un pari de Danone d'investir ces 8 millions sur cette ligne. Donc, ça veut dire que notre ancienne ligne, entre guillemets, voilà, on enlève les volumes dessus et on construit une nouvelle ligne industrielle au milieu de l'usine qui est pas très grosse. Mais c'est un pari nous, le passage en PLA, concrètement, c'est un signe hyper fort aussi pour le consommateur, qu'en fait, on fait des efforts et on veut aller vers, et il y a un retour sur investissement qui sera là dans tous les cas. En fait, il faut voir comme ça, comme un pari sur l'avenir. Mais là, du coup, on vient de sortir nos premières innovations aussi en pot carton. Et ça, c'est pareil. C'est plusieurs années de travail pour construire une nouvelle ligne au sein de l'usine qui sait faire des petits pots carton, des gros pots carton. Enfin, et c'est des énormes investissements, mais qui sont aujourd'hui nécessaires si autant les deux vaches que Danone veut continuer à exister sur le marché. En fait, sur la problématique qu'on a autour aujourd'hui du plastique, etc., on ne peut pas continuer et faire comme si, non, là, c'est trop d'investissement pour les usines. Il faut que les usines aussi, avec les appareils industriels qui sont très lourds, comme on le connaît, s'adaptent en fait et fassent le pas aussi, quoi. Et alors, c'est vrai que le côté carton, spontanément, ça intrigue parce qu'on se dit des produits laitiers, donc forcément humides, dans du carton. On imagine qu'il y a forcément une pellicule plastique à un moment qui est là quelque part. Enfin, je ne sais pas du coup si c'est du 100% carton ou… Non, c'est du 82% carton.
Mhm. C'est du 82% de pas carton et dont le recyclage va passer dans la filière Tetra Pak. Donc, en fait, on va réussir à recycler toute la partie carton. Et pour l'instant, le plastique ça va faire une mélasse de plastique qu'on va pour l'instant pas réussir à valoriser. Mais endgame, valoriser cette mélasse de plastique. C'est ça. C'est toujours ça, en fait. On fait un pas et en fait, et on n'attend pas de trouver une solution industrielle pour faire 100% parce que sinon, en fait, on ne bouge pas. On ne bouge pas, on avance et après, on améliore. Ça marche. Donc, merci pour ce premier temps. Du coup, la deuxième partie de la stratégie, c'était la partie DER, donc sur le fait de changer les pratiques agricoles. C'était plutôt, on avait parlé du commerce équitable, je crois qu'on en a pas mal parlé. Je ne sais pas s'il y a un autre exemple que vous voulez aborder ou sinon on passe au CARE. Ouais, non, mais c'est vraiment la dynamique. Pareil, c'est de se dire, on y va crescendo, on fait autant qu'on peut. Donc, on commence par le lait qui est symbolique et qui est une matière en fait, rarement passée en équitable et surtout on embarque les autres à le faire. Juste pour illustrer, hein, enfin, nous, on est passé commerce équitable avec notre organisation de producteurs. On a aussi embarqué Biolait, qui est le collecteur indépendant de lait bio en France, qui nous livre 20% de notre lait et qui a aussi du coup certifié son organisation et ses producteurs en équitable. Donc, on embarque petit à petit les gens dans la vague et aussi on embarque un petit peu Danone dans la vague, évidemment. Donc, sur la partie lait, on a cette volonté, évidemment, de construire ce modèle-là. Après, d'aller, et c'est ce qu'on commence à faire, de certifier nos matières dites exotiques, sucre de canne, cacao, café, c'est déjà le cas, et continuer à le faire. Et après, construire, en fait, ce nouveau modèle de filière. Encore une fois, il y a très peu de filières françaises équitables, très peu de filières françaises européennes équitables de fruits. Enfin, voilà, on n'a pas ça en fait. Et donc, c'est aussi à nous, on va le faire petit à petit dans les années à venir, de construire ça. Et notre volonté, évidemment, c'est d'inspirer, donc je ne sais pas si Audrey, c'est quelque chose dont tu veux qu'on parle maintenant, mais d'inspirer aussi en interne, preuve par l'action, et faire en sorte que aussi les choses changent à une échelle plus importante que la nôtre. Alors, peut-être avant de passer à ça, je vois qu'il y a une question. Oui, j'ai une question de Benoît, qui nous dit, en parlant de persistance et d'inspiration, justement, si pour persuader le reste de Danone du bien fondé de la démarche globale, leur intérêt est tenu à la preuve du résultat financier, principalement comme vous l'avez dit, comment s'assurer que s'ils basculent, ils ne reviennent pas en arrière au premier écueil financier qui forcément arrivera? Bonne question. Hélé, tu veux répondre ou... Merci. Si j'ai bien compris la question, c'est de dire en fait, là vous faites la preuve par l'exemple parce que vous avez des bons résultats financiers et ça permet d'asseoir le modèle. Que se passe-t-il si demain les résultats s'effondrent de votre capacité à tenir ces engagements et à maintenir la dynamique au sein du groupe Danone? Oui, mais je pense que c'est tout l'enjeu du PNL augmenté. Ouais. C'est en fait d'arriver dès maintenant à faire reconnaître que l'économique, c'est un pilier, mais en fait, le PNL miroir en est un autre qu'il faut considérer, entre guillemets, à la même hauteur. Et ce n'est pas parce qu'il y a un pilier qui dérouille, entre guillemets, qu'en fait, tous les résultats qu'on réussit à avoir sur le PNL miroir ne sont pas bons. Je pense que c'est ça le mindset qu'il faut avoir. Faire accepter ça des... En complément, Hélé, ouais. En fait, ce qui est important, c'est que petit à petit aussi, on ancre des engagements. Par exemple, le commerce équitable, on s'est engagé auprès de nos producteurs à leur garantir un prix minimum pendant des années. On ne va pas dire du jour au lendemain, si on nous fait une critique, on ne peut pas se permettre de laisser à la rue nos éleveurs, parce que c'est notre engagement en tant que marque équitable. Et donc, il y a aussi dans lequel on est, et du jour au lendemain, on ne pourra jamais nous dire coupez tout, on arrête l'équitable, on arrête le social, parce que c'est ce qui nous fonde en fait. C'est complètement connecté à notre façon de faire du business. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là en fait d'engagement archi puissant. On est lié avec d'autres acteurs. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Par exemple, sur la démarche équitable, c'est aussi de construire un peu ce modèle équitable avec nos clients. On n'en est pas du tout là, mais on a des bonnes relations avec nos clients, mais on se dit, on a un engagement, vous voyez, sur l'amont de la chaîne, en fait, il faudrait qu'il aille jusqu'au conso, l'engagement, parce que si nous, justement, il y a un moment ou un autre, on a des difficultés, en fait, on aura des difficultés et tous les gens qui sont derrière nous aussi. Donc, on a aussi cette réflexion-là.
Et je pense la dernière chose aussi pour Benoît, c'est la manière dont on se considère. En fait, si jamais les résultats aussi financiers pour nous commencent à être pas bons, entre guillemets, nous, en fait, on est vraiment structuré, on se considère comme une entreprise, quoi. On est l'entreprise Les Prairies Bio et en fait, on traite aussi des sujets, la stratégie, etc., comme si c'était vraiment notre entreprise. Alors oui, on appartient à Danone, mais je pense qu'on aurait aussi réagi avant la crise et on n'est pas seulement genre « Ah bah désolé, ça va pas, Danone, est-ce que tu peux nous donner de l'argent, etc. » Vraiment, en fait, c'est comme si on était un peu une entreprise indépendante, tous chefs d'entreprise de notre truc, qu'on appelle des intrapreneurs, mais on prend soin de notre business comme si c'était le nôtre, en fait. On n'attend pas que ça soit seulement côté Danone que l'argent arrive. Et si jamais les résultats, on va dire ça ne va pas, effectivement, Danone ne va pas forcément suivre. Et c'est à ça qu'on sert. On est un lab d'exploration. Et donc, ça veut dire que le test, entre guillemets, il n'est pas rempli et que Danone ne doit pas suivre parce que ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, ça n'a pas d'impact, etc. Donc, je pense qu'il faut plutôt prendre les choses comme ça aussi. Ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, c'est que vous ne le dites pas directement, mais on le sent bien en toile de fond. On parle souvent des entreprises à mission comme des entreprises qui sont les entreprises de demain, mais qui permettent aussi d'engager beaucoup plus fortement leurs salariés sur la raison d'être et que ça permet de savoir quelle est sa position à soi-même aussi par rapport à l'entreprise et est-ce qu'on est bien engagé, bien aligné avec le rôle que se donne l'entreprise dans la société. Et en fait, ce qu'on sent, alors si j'ai bien compris, vous êtes une vingtaine, donc ça reste évidemment une taille très humaine, mais au sein d'un grand groupe qui du coup doit quand même jouer avec les codes du grand groupe. Et ce que je trouve intéressant, c'est de voir le niveau d'engagement et c'est ça qu'on trouvait chouette aussi en vous ayant de nouveau avec nous aujourd'hui, c'est que du coup, ce n'est pas le dirigeant qu'on interviewe, enfin, ce n'est pas le directeur de la marque Les 2H, c'est aussi des personnes qui sont investies et qui, on voit bien, ont un engagement très fort et qui sont vraiment dans une dynamique très forte d'amélioration, chacune sur ses propres sujets. Exactement. Parce qu'on a des records de longévité au sein de l'équipe sur leur poste. J'en profite pour poser une autre question avant qu'on change de sujet. La question d'Agnès. Donc, finalement, est-ce que le modèle Les 2 vaches, permis par une bonne valorisation, est possible à l'échelle de Danone sur un positionnement mass market? Est-ce que ce basculement est possible pour le groupe? Alors peut-être que du coup, pour compléter, je vais la faire par étapes, c'est peut-être de savoir déjà un peu sur quel sujet vous avez pu avoir une influence déjà actuellement au sein des marques Danone, si vous avez quelques exemples concrets à nous donner, et puis de nous dire effectivement à quel point c'est duplicable à l'échelle globale Danone. Et je complète ma question avec celle de Mélanie, du coup, qui nous dit qu'effectivement, c'est aussi la philosophie du consommer plus reprise par Danone en basant leur évaluation de réussite sur la croissance de la marque me semble contradictoire avec un impact positif long terme. Donc, quelles sont selon vous les solutions à long terme? On va se la garder pour après celle-là. Ouais. En exemple concret, pour répondre déjà au premier point, Audrey, d'infusion. Chez Danone, on en a déjà abordé quelques-uns, mais pour en remettre le doigt, par exemple, sur ce dont je parlais, le commerce équitable, typiquement, je vous ai cité l'un des piliers du commerce équitable, qui est l'introduction, la prise en compte des coûts de production, vous savez, pour la définition du prix d'achat en fait, de la matière agricole. Nous, on a introduit ces coûts de production dans notre contrat depuis 2013. Avec pas forcément une petite réticence de la part du groupe parce qu'évidemment ça implique un meilleur prix et du coup une milk bill, on appelle ça, une dépense pour le lait beaucoup plus importante. Et notre fierté, c'est que depuis 2017, si je ne me trompe pas, Danone, sur l'ensemble de ses éleveurs partenaires, a une formule de prix basée sur les coûts de production et a été la première industrie laitière à le faire. Maintenant, c'est normal en fait de faire ça. Mais donc, typiquement, c'est un exemple concret, un premier pas vers l'équitable qui est puissant. Et pour rester sur la partie plutôt amont, Hélé en parlait, il y a eu le développement de beaucoup de marques labellisées bio chez Danone, qui en fait nous viennent aussi en concurrence. Il faut être honnête, même si on n'a pas le même positionnement. Et nous, on s'est aussi donné un rôle dans la façon de faire de la bio. Parce qu'il y a en effet la façon simple, c'est de se sourcer en une matière agricole bio qu'on peut trouver, du lait bio, il y en a. Mais nous, on a essayé de bosser à infuser un peu notre façon de faire, et notre façon de faire sur ces sujets agricoles complexes, c'est de le faire toujours dans une approche qu'on dit de filière, c'est-à-dire en travaillant avec notre territoire pour typiquement, par exemple, développer les conversions bio.
Pour la faire simple, Danone a besoin de lait bio qui lui vient dans ses usines pour faire des yaourts bio. L'approche a été de répliquer nos programmes existants, par exemple en Normandie, pour faire en sorte que Danone puisse sourcer son lait bio, mais d'une façon plus filière et territoriale que d'une simple façon, j'achète de la matière première. Et c'est ce qui se passe et qui marche. Donc, c'est un bel exemple aussi d'infusion, je pense. Et les si tu as... Ouais, je pense que moi, je vais prendre le point de vue plutôt aval, du coup, plutôt conso, mais Danone est dans une démarche, mais là même mondiale, de faire en sorte que ces marques aient toutes un purpose, quoi. Enfin, voilà, une raison d'être qui soit ancrée dans les attentes de la société, qu'elles aient toutes, entre guillemets, un combat. Et du coup, dans cette démarche-là, donc, le nombre de marques au sein du groupe Danone mondial, il y en a quand même quelques-unes. Mais les 2 marques, les Prairies Bio, sont du coup en haut de l'échelle. Donc, c'est bon, en fait, les combats, ils sont trouvés. Mais c'est important que toutes les marques trouvent leur raison d'être au sein de la société et ne soient pas seulement... juste une marque qui a pour but de faire du business, etc. Ça, c'est un peu la manière de faire du business à l'ancienne. Il faut trouver vraiment l'ancrage de la marque pour les consommateurs. Voilà, je dirais. Et puis après, c'est vrai que rien que sur le pack, nous, on a ouvert le bal l'année dernière sur le PLA. Mais cette année, sur du yaourt, Danone, et rien que la marque Danone, je les cite parce que je trouve qu'ils ont fait vraiment des choses super chouettes. Ils ont sorti des yaourts en PET, mais ils ont aussi sorti une boîte de ferment pour faire ces yaourts chez soi. Ils ont fait aussi un partenariat avec Loop, donc pour tester de la consigne. Donc, en fait, Danone aussi maintenant se sent capable aussi d'explorer des nouvelles solutions qui sont hyper innovantes et qui sont, entre guillemets, à toute petite échelle, parce que c'est ça le problème. Nous, en fait, on pouvait se permettre d'essayer des choses, entre guillemets, parce qu'on est petit et que du coup, c'est plus facile. Voilà. En fait, quand on a des énormes volumes qu'on s'appelle Danone, c'est compliqué. C'est plus compliqué de faire un peu des petits tests. Et pour autant, maintenant, c'est vraiment la position qu'ils prennent et ils testent aussi, notamment là sur le pack, sur les recettes. Ils testent beaucoup de choses et ils vont vraiment dans le bon sens, quoi. Et en complément, juste pour essayer de répondre aussi aux éléments, mais notre rôle aussi, en fait, comme le disait Éléonore, on a une organisation, une gouvernance qui est assez particulière. Typiquement, nos métiers, Éléonore et moi, ils n'existent pas vraiment au sein de l'organisation Danone. Enfin, moi, il n'existe pas du tout. Éléonore, elle a un job de chef de produit un peu augmenté, parce qu'elle traite de sujets comme des sujets filières qui ne sont pas forcément traités. Et l'idée, c'est aussi d'inspirer et donner des clés aussi à Danone dans ce nouveau mode d'organisation un peu plus flexible, avec beaucoup plus de transversalité entre les fonctions. C'est ce qu'on fait. On travaille, nous en tout cas, de l'amont jusqu'à l'aval, on échange entre nous, entre les 20 personnes, et d'apporter un peu plus cette flexibilité, cette connexion entre les fonctions, parce que ce que nous, on n'a pas, c'est des silos. Parce que les silos, ça freine l'innovation et ça freine l'adaptabilité, évidemment. Donc, on a aussi ce rôle-là qui est plutôt, entre guillemets, un rôle d'organisation et de RH, qui est un rôle passionnant qu'on veut aussi avoir. Bon, on essaie de peut-être pas tout faire, mais c'est quelque chose qui nous passionne et c'est quelque chose qui est fondamental, en fait, si on veut permettre la réplication de notre modèle. Peut-être pas avoir des filiales indépendantes pour toutes les marques de bio, c'est pas ça l'idée, mais par contre d'instaurer un peu cette nouvelle façon de travailler dans les projets de Danone. Il y a peut-être un dernier exemple dont vous m'aviez parlé que je trouvais intéressant avant qu'on pose la question, du coup, plutôt est-ce qu'on est capable de changer le modèle de Danone au global. C'était la logique de transparence des ingrédients aussi. Je ne sais pas laquelle des deux veut nous commenter un tout petit peu ça et quel impact ça a eu chez Danone. Du coup, les deux vaches s'est donné aussi comme mission d'être très transparent sur ce qu'on allait mettre dans les recettes. C'est en fait le but de la recette, oui, c'est qu'elle soit la meilleure possible, mais la manière dont on construit les recettes, c'est qu'il faut qu'elle soit la plus clean possible, etc. Mais en fait, on fait au mieux, mais dans tous les cas, il fallait qu'on soit transparent. Et du coup, il y a eu sur notre site internet, il y avait une plateforme qui s'appelait Savoir ce qu'on mange, qui arrivait quand même il y a quelques années. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je dirais genre en 2012, où du coup, c'était une plateforme où on pouvait retrouver l'intégralité de nos ingrédients, donc d'où ils viennent, à quoi ils servent, globalement. On se dit, OK, dans ce yaourt-là, il y a un amidon. Voilà pourquoi on l'a mis. Expliquer les choses. Parce qu'en fait, nous, quand on développe les produits, on sait à quoi servent les ingrédients, mais sinon,
Je trouve que dans l'industrie agroalimentaire, cosmétique, etc., lire une liste d'ingrédients, c'est extrêmement pénible quand on ne la comprend pas. Et l'année dernière, quand Danone a refait un peu son site corporate, ils ont inclus dans cette plateforme-là, alors une plateforme qui s'appelait Ce qu'on mange ou un truc comme ça, mais dans laquelle, en fait, sur toutes les marques de Danone, ils commençaient aussi à mettre le sourcing de tous les ingrédients, la manière dont c'est récolté, etc. Donc ça, c'est un bon impact. Et là, moi, c'est même pas d'un point de vue business, mais on vient de sortir une innovation qu'on a voulu la plus clean possible. Donc, c'est dans notre fameux petit pot carton là. Alors, on a fait une recette avec plein de fruits, mais pas de sucre, pas d'additifs, pas d'arômes. Enfin, le truc est super clean. Et en fait, j'ai été super étonnée et positivement de nombre de réactions en interne. En fait, de nombre de personnes qui m'ont contacté en disant, en fait, on a vu que vous sortiez ça. Comment vous avez fait pour sortir un produit avec une liste d'ingrédients aussi clean, avec un business model qui tient la route? En gros, je veux voir. Je veux voir. Et en fait, un mois plus tard, on voit déjà dans des comptes rendus un peu de réunion des projets comme ça qui sont lancés. Alors, du coup, ça amène à la question, effectivement, de est-ce que ce modèle lait de vache, il est duplicable à l'échelle d'un groupe mondial comme Danone? De votre fenêtre, votre perception. Ça n'engagera que vous, promis. Et sur des solutions à long terme. Alors, ce qui est sûr, c'est que notre modèle en tant que tel, notre façon de faire, oui, elle serait duplicable, mais c'est une conviction aussi de se dire en interne d'Danone, allez, on refait ce modèle qui a quand même pris 12 ans à être, 10-11 ans à être rentable. Ça demande quand même un certain engagement de la part du groupe. Et moi, je pense qu'au vu des enjeux et de l'urgence des enjeux, ce qui est important, c'est qu'on réplique notre conviction, notre engagement et les engagements des marques au sein du groupe. Déjà, si on arrive à faire ça, c'est génial. Et c'est ce qui se passe actuellement parce qu'il y a de la structuration, ce que disait Léonore, hein, de la raison d'être de chaque marque, à quoi elles servent. Elles ne vont pas toutes servir à la même chose, mais quel sujet elles portent et quelles convictions elles ont derrière la marque. Donc, entre guillemets, c'est un peu une réplication de ce qu'on fait. Enfin, en fait, encore une fois, nous, notre modèle, il est loin d'être parfait, mais l'idée, c'est d'inspirer. Et si on considère, voilà, si on voit que une marque dans notre usine, parce qu'on l'a un peu forcé à passer équitable, vu que notre lait est équitable, dans 1 ou 2 ans, elle claim sur l'équitable, et c'est ce qui va sûrement se passer parce qu'elle voit qu'il y a une valeur ajoutée au niveau business, en fait, on considère aussi que notre modèle est répliqué en quelque sorte. Enfin, et on ne va pas juste se satisfaire si tout le monde fait un lait de brin sur le végétal. Enfin, voilà, il y a au-delà de ça, il y a surtout le fait qu'on monte en expertise et en engagement à travers les autres marques du groupe. Enfin, je ne sais pas, Éléonore, toi, ce que tu en penses aussi. Mais... Moi, c'était aussi sur la partie long terme de tout à l'heure avec la question, en fait, comment est-ce que, en fait, si on dit consommer plus, comment est-ce que ça peut avoir un impact positif? Moi, je me suis toujours dit, en fait, je prends les choses comme ça, et notamment en marketing, on pourrait sortir plein de choses sur le marché, etc. Moi, je le prends plutôt sous l'angle, est-ce que ce que je sors sur le marché, ça a une différenciation, en tout cas positive sur le marché, c'est-à-dire est-ce que je suis mieux que le concurrent ou que ce qui existe déjà sur le marché. De toute façon, ça va être un de mes produits. Donc, que ce soit en termes de recettes, en termes d'accessibilité, en termes de packaging, est-ce que j'apporte quelque chose de mieux par rapport à ce qui existe sur le marché? Et si c'est le cas, à ce moment-là, je mérite ma place. Je vais pousser pour référencer ce produit et ça se trouve, un concurrent ou un autre de mes produits va sortir parce que de toute façon, il était moins bien. Et je pense que c'est cette notion de la croissance qu'il faut essayer d'un peu de pousser. En fait, c'est comment est-ce qu'on améliore l'offre qui existe sur le marché. Et Danone est aussi vachement dans et les distributeurs aussi, hein, dans une réflexion de rationalisation de l'offre. C'est en fait qu'est-ce qui n'a pas sa place sur le marché, qu'est-ce qu'on sort. Et nous, c'est un axe sur lequel on réfléchit, enfin, on en est aux prémices. Mais c'est vrai que l'axe de l'innovation est énorme parce que c'est vrai qu'on met de l'argent sur des innovations tous les ans. Faire des innovations, ça coûte de l'argent en temps humain, en activation, etc. C'est ça qui permet de faire de la croissance. Mais en fait, on réfléchit à comment est-ce que nous, on pourrait rationaliser notre offre et se dire, voilà, les deux vaches, ils ont 30 produits et punct. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'innovation au sein Enfin, ça se trouve, il y a des produits qui vont sortir, d'autres qui vont rentrer, qui mériteront plus leur place. Mais comment est-ce qu'en fait, on réussit à faire
de la croissance, mais de la croissance qui soit positive, mais avec une offre qui est rationalisée. Qui est peut-être un peu, enfin, j'ai envie de dire, cette problématique de la croissance, on se la pose tous. Enfin, moi, à commencer par moi, et j'ai pas de réponse absolue sur ce modèle entre la décroissance qui, du coup, amène à une crise et la croissance infinie qui amène à une autre sorte de crise. Donc, certainement qu'il y a un entre-deux qui est plus qu'il faut trouver. Mais j'ai envie de dire que vous êtes sur le domaine de l'alimentation. Et donc, j'ai envie de dire certainement que les questions ne se posent pas de la même manière que si on était sur le domaine de l'équipement, de biens de consommation, etc. Je pense que quand on est sur l'alimentation, malgré tout, on répond à un besoin fondamental. Et en ça donne aussi une certaine légitimité. Et je trouve ça intéressant, du coup, cette démarche de se dire, la croissance, je la mérite si j'apporte une réponse meilleure nutritivement, meilleure en termes de packaging, meilleure en termes d'accessibilité, comme vous disiez. Et du coup, j'ai envie de citer, j'écoutais avant-hier Brie Rocher, le PDG de Yves Rocher, qui sont aussi une entreprise à mission, qui intervenait sur Sustainable Paris et qui disait, en gros, posez-vous la question de votre raison d'être. Et si votre raison d'être, à la fin, elle est la même que celle du concurrent, c'est qu'il faut que vous recommenciez le travail ou alors il faut que vous achetiez votre concurrent. Mais du coup, je trouve ça intéressant de se dire comment chacun on est contributif d'une certaine manière par rapport aux préoccupations et aux besoins de la société et qu'on n'est pas juste sur une raison d'être, c'est une nouvelle forme de marketing et de positionnement d'image par rapport à une marque. Ouais, et il faut vraiment, on parlait de notion d'intrapreneur, mais en fait, il faut vraiment que ça parte aussi un peu du cœur, quoi. Enfin, en fait, c'est un peu ce qu'on a oublié de faire là pendant de nombreuses années en déconnectant le pro, le perso, en déconnectant l'humain du salarié. En fait, il faut aussi que les gens de l'entreprise, et quand on est une société à mission ou une bicorp, c'est ça, c'est que chacun est convaincu de ce à quoi il contribue et de pourquoi il se lève le matin. À partir du moment où Danone et les entreprises auront réussi à faire ça et à influer encore plus d'engagement et de lien avec des valeurs, en fait, ça sera une réussite énorme. Et je pense que c'est ça le facteur clé de réussite, en fait. Et c'est pour ça que je pense que notre business fonctionne et qu'on est heureux de vous parler aujourd'hui, heureuse. C'est parce qu'on voit qu'il y a un alignement possible, enfin, entre un métier qui est le nôtre et une vision d'une entreprise. En plus, c'est une entreprise, donc c'est censé être le gros méchant. Mais c'est possible, en fait. Et ça, je pense que c'est le nerf de la guerre. Alors peut-être pour vous aussi, c'est la force du collectif, parce que finalement, on change des entreprises version pyramidale à des manières de travailler qui sont plus collectives, plus agiles, où chacun a sa place. Et finalement, cette idée que chaque marque de Danone travaille sa raison d'être, du coup, il y a ce côté humain aussi qui ressort dans le travail en lui-même, quoi. Complètement, parce qu'en fait, tu peux avoir des gens, c'est exactement ça, qui se disent, en fait, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est, je te dis n'importe quoi, à cause des femmes, etc. Et du coup, qui va essayer de faire transpirer justement sa conviction personnelle sur la marque qu'il est en train de développer. Donc, et quand tu dis la force du collectif et le contact vraiment humain, en fait, voilà, on vient vous parler aujourd'hui, mais en fait, l'équipe Les Deux Vaches, tous les ans, elle est sur le terrain sur un roadshow qui n'a pas eu lieu cette année. On s'est fait retoquer 2 fois, mais où on va au contact du consommateur, mais du stagiaire au DG. Ça dure de 3 à 5 semaines et on est tous sur la route pour aller expliquer ce qu'on fait. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est ça sur les consommateurs, mais ça va être ça aussi sur nos éleveurs, par exemple. Moi, au marketing Les Deux Vaches, je suis allée plusieurs fois en ferme, je peux avoir un éleveur au téléphone. En fait, c'est juste comment est-ce que des humains communiquent entre eux. En fait, c'est juste ça qu'on essaye de faire au sein de Les Deux Vaches. Ouais, et un autre point, juste en tout petit complément, on parlait justement, Elie parlait des causes qu'on peut pousser en tant que personne, mais évidemment, il faut qu'il y ait un mode d'organisation et une direction qui laisse la place, parce que ça peut être un peu en façade, oui, vous pouvez être engagé, vous pouvez porter vos projets, mais en réalité, il faut qu'il y ait réellement dans l'exécution une possibilité d'apporter sa touche. Et c'est à partir du moment où chacun peut apporter sa touche et en gros s'exprimer, qu'en fait, il y a cet épanouissement et cette conviction qui infuse dans l'organisation. Et voilà, il y a évidemment ce qu'on communique et l'ambition et après l'exécution. Et je pense que c'est ce qu'on arrive à peu près à faire. Après, évidemment, parfois on a un peu trop de charge, mais c'est arriver à glisser nos convictions parce qu'on nous permet de le faire et qu'on nous fait confiance.
Alors, du coup, ça m'amène tout naturellement vers le côté conclusion qui serait, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront, quel serait le conseil en 1 minute que vous auriez envie de donner aux personnes qui auraient envie de s'engager sur le chemin de la responsabilité sur le modèle de lait de vache? Ouais, à fond. Moi, déjà, c'est de définir ce qui vous fait vibrer. Définir l'enjeu qui vous tient à cœur ou les enjeux, parce que vous avez bien compris qu'on en avait plusieurs, mais on a chacun un peu son gros sujet. Définir ce qui vous tient à cœur et ne pas avoir peur de se créer un peu des nouveaux récits. En fait, c'est ce qu'on fait tout le temps et qui parfois donne un peu le vertige. On essaie toujours de se dire, mais c'est pas parce que c'est comme ça que ça doit le rester, quoi. Donc, c'est toujours ne pas avoir peur d'être créatif et de sortir un peu de ces barrières mentales qu'on nous impose. Et voilà, pas hésiter à se créer ces nouveaux récits. Et pour moi, donc, voilà, affiner cet enjeu, ne pas hésiter, si vous êtes salarié dans une structure, à démarrer par des petits pas en portant un projet au sein de votre organisation si vous sentez que c'est possible, mais c'est toujours possible. Donc, passer à l'action. En fait, c'est le mot-clé, c'est de passer à l'action. Et pour ça, n'hésitez surtout pas à parler avec des gens, à sortir de chez vous, en gros, à sortir de votre zone de confort, parce que c'est en échangeant avec des gens, ça peut être nous, mais pas que vous allez pouvoir mûrir votre projet et changer les choses à votre niveau. Éléonore, est-ce Et que tu veux moi, compléter? en 20 secondes, moi, je vais dire justement ne pas opposer le modèle de l'entreprise à celui de l'associatif, de l'ONG, etc. Enfin, on peut aussi, avec du business, en fait, on peut aussi, avec le modèle de l'entreprise, avoir un impact positif et ce n'est pas des modèles qui s'opposent. Voilà. Ah ouais, ça, c'est une super thématique, je trouve, qui mériterait d'être Je travaille dans le monde par ailleurs. culturel, ça résonne beaucoup. Oui. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Je lance le petit sondage de fin traditionnel pour savoir du coup ce que vous retenez de ce live. J'en profite pour remercier chaleureusement Éléonore et Jade d'avoir partagé ce temps avec nous et d'avoir permis de mieux connaître vos engagements et surtout comment on infuse le modèle de lait de vache au sein de Danone. Donc, merci à vous deux. Merci beaucoup. pour l'invitation. Et bravo à vous deux aussi. Et j'en profite pour vous parler du prochain live qui sera du coup le 2e jeudi du mois. Cette fois-ci, on fait une petite exception sur janvier qui sera le 14 janvier, sur lequel on reçoit la marque Oolution, qui est une marque de cosmétiques qui a été créée, si ma mémoire est bonne, il y a 6 ans, sur lequel sa fondatrice, Anne-Marie Gabellica, s'était vraiment posé la question du départ de quel est mon cycle de vie et qui a analysé ce cycle de vie pour réduire au maximum les impacts dès le début, qui a travaillé sur le fait de non pas réduire la liste d'ingrédients mais plutôt de l'augmenter en cosmétique parce que son principe c'est de dire que la peau il faut la nourrir de tout un tas d'ingrédients et donc de ne pas avoir juste un ingrédient phare et de remplir le reste d'eau et qui sont passés actuellement sur des emballages consignés. Donc voilà, on verra tout l'engagement qu'ils ont, sachant que dans la préparation que j'ai fait avec eux, ils m'ont dit que c'était une très bonne année pour eux. Donc manifestement, encore une fois, ça prouve qu'on peut réconcilier la rentabilité avec un impact environnemental limité. Voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes et on vous dit à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.